Le burn-out, parce qu'il faut bien mettre un nom à l'épuisement professionnel. D'après un baromètre de la santé psychologique, 1 million de personnes en France seraient affectées par ce syndrome encore mal défini aujourd'hui. Mais peut-on parler de maladie professionnelle ? Les choses ne sont pas si simples. Selon un rapport de l'OMS de 2019, c'est un syndrome résultant d'un stress chronique professionnel qui n'a pas été correctement géré et qui se caractérise par 3 éléments. Un sentiment d'épuisement, un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés au travail et une diminution de l'efficacité professionnelle. Le burn-out ne peut donc pas entrer en tant que maladie professionnelle dans le tableau et les codes de la sécurité sociale. Cette précision est entrée en vigueur depuis janvier 2022. Mais qu'en est-il vraiment ? Comment se battre aujourd'hui face à ce mal-être ? Témoignage. Sébastien, présente-toi. Je m'appelle Sébastien, j'ai 48 ans, père de 4 enfants. J'ai pour passion le spectacle. Depuis tout jeune, j'ai toujours fait un tas de choses de spectacle, à la fois de la musique classique, de la musique j'ai pratiqué. Musique classique, j'ai même fait de la musique militaire, durant mon service militaire. J'ai chanté mes propres chansons, du théâtre, et aujourd'hui je pratique de l'hypnose de spectacle. Et c'est la chose qui m'a amené vers le métier que je fais aujourd'hui. Je pratique la préparation mentale avec une spécificité, la psychologie du sportif. D'accord, ok. Donc, si tu es avec moi aujourd'hui, c'est pour parler du burn-out, Oui. dans le cadre de l'émission Mon Burn-out et moi. En quelques lignes, est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances cela s'est passé pour toi ? Exactement, oui, je le sais très très bien. Le premier burn-out que j'ai fait, c'était dans les années 2000. J'ai quitté notre belle région normande pour partir à Paris, parce que le métier que je faisais ici était très intéressant mais peu rémunéré. J'intervenais dans une école primaire et j'enseignais le théâtre, l'éveil théâtral, l'éveil musical, et j'animais les cours de sport. D'accord. Et c'était une époque où l'État avait créé ce qu'on appelle les emplois jeunes. Et donc j'avais fait une année et la rémunération était pas terrible. Le plan d'évolution de carrière, ils avaient promis des formations, mais au bout d'un an, ce n'était toujours pas mis en place. Donc j'ai candidaté dans une grande entreprise de transport ferroviaire, leader du marché français. D'accord. Et je pars en janvier 99, là-bas. J'abandonne mes amis, ma famille, la musique. Je pratiquais encore la musique dans un groupe... c'était un groupe oriental, je crois, que j'avais Donc, tu créé. abandonnes tout. J'abandonne tout pour partir là-bas. Ok. Au moment de signer mon contrat de travail, il y avait une voix dans ma tête qui disait « Je ne sais pas si ça va le faire ». Je signe ce contrat de travail, je gagnais 3000 francs de plus que ce que je gagnais avant. Ce qui n'était pas négligeable. Ce qui n'était pas négligeable. Et progressivement, je me retrouve dans un milieu austère, hostile, les transports publics parisiens. On est confronté à plein de choses. Et fin 99, perte de sens pour moi. Tous les week-ends, je revenais ici. Perte de sens dans qui j'étais, mes valeurs. Et progressivement, j'ai glissé. J'ai glissé en burn-out. D'accord, tu l'as senti arriver. J'imagine qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme ça. Il n'y avait peut-être pas ce mot-là employé. Non. Tu as fait des recherches pour savoir ce que tu avais, ou quelqu'un t'a orienté peut-être ? Alors oui, quelqu'un m'a orienté. En fait, finalement, on ne comprenait pas le fonctionnement du burn-out, qui est la perte de sens dans son métier, clairement. Perte d'identité. Et c'est un collègue qui était mon chef direct, avec qui j'ai sympathisé, qui s'appelle Daniel Baum, paix à son âme, il est décédé l'an dernier, après seulement 3 ans de retraite. Et il me dit « Sébastien, écoute, si j'ai un livre à te conseiller, c'est celui-ci, et lis-le ». J'avais une très grande confiance avec lui, parce que c'était quelqu'un d'ultra-humain dans son management. Il était bienveillant, à l'écoute. Et il m'avait vu vraiment dans un état de loc. J'avais jamais été comme ça. D'accord. Je suis allé à la Fnac,
je vais citer peut-être d'autres librairies parce qu'il faut pas de pub, L'Armitière et les libraires indépendants. Ok. Et j'ai acheté un bouquin d'un type qui s'appelle Tony Robbins. C'est un livre qui s'appelle Pouvoir illimité. Et en fait, cet homme, aujourd'hui, est leader, meneur d'hommes, voilà. C'est un Américain qui a écrit un bouquin qui a vulgarisé, concentré, il a développé sa propre technique, différentes techniques qui vont de la programmation neurolinguistique, c'est comment je me parle à moi-même et comment je peux modifier le programme que j'ai en tête, l'hypnose ericksonienne et toutes ces choses-là. Et je l'ai lu et ça a fait waouh, L'élément déclencheur. waouh. D'accord. Et à partir de ce jour, j'ai travaillé sur mon cerveau, j'ai travaillé sur ma façon de percevoir le monde. En programmation neurolinguistique, on dit la carte n'est pas le territoire. Et par exemple, juste un truc simple, lorsque j'avais un chef, ça met du moment, un moment Oui, pour bien se sûr. relever d'un burn-out, mais lorsque j'avais un chef après qui venait me donner un ordre incohérent et qui était plus ou moins agressif pour essayer de me pousser dans mes retranchements, et bien mentalement, si je peux juste conseiller ça à ceux qui regardent cette capsule, comme on peut dire au Oui. Québec, eh bien j'imaginais, je visualisais ce chef avec un nez de clown. Et bizarrement, ça rendait Ça beaucoup plus passait mieux. beaucoup plus joyeux la Ok. chose. Donc du coup, tu dis que tu as fait un retour sur toi-même, tu t'es étudié, entre guillemets. Comment tu évaluerais ta part de responsabilité dans le burn-out? Parce qu'évidemment, il y a des éléments autour. Est-ce que c'est quelque chose qu'on développe soi-même ou est-ce qu'il y a vraiment l'entourage qui fait qu'on soit atteint du burn-out? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, maintenant, mon métier de préparateur mental m'a apporté encore plus de clés. J'imagine, oui. C'est une formation que j'ai faite en STAPS, donc c'est validé par l'État, c'est un diplôme universitaire. Et il y a un gros apport en psychologie de la performance. Mhm. Et ma part de responsabilité, clairement, c'est 100% ma part. Parce que j'ai permis aux autres de s'introduire dans ma tête. Si j'avais simplement su tous les outils que je connais aujourd'hui, ça aurait glissé sur moi comme avec une combinaison imperméable. Ce que j'ai fait par la suite, hein, j'ai eu une combinaison. C'est vrai qu'on résume souvent ça à un mal psychique, Oui. psychologique. Après, on peut avoir aussi des séquelles physiques. Est-ce que ça s'est manifesté chez toi? Est-ce que tu avais des douleurs? Alors oui, les douleurs, donc en préparation mentale, on appelle ça des effets psychosomatiques, comment le corps peut avoir un impact sur le cerveau ou comment le cerveau peut avoir un impact sur le corps. Mhm. Eh bien, ça va être de la rigidité musculaire, ça va être des palpitations cardiaques, une sudation extrême, euh, utiliser des psychotropes ou de l'alcool pour évacuer. Moi, ça a été ça, l'alcool. Donc, C'est un refuge. Ou bah, peut-être pour te calmer? finalement, le cerveau, quand il est tout le temps en activation, on n'a plus la lucidité de la situation. Notre champ visuel se réduit, notre carte se réduit un peu plus, et on est retranché sur soi-même. Ouais. Et en fait, au niveau du cerveau, il y a un professeur qui a écrit ça, le hamster, on a ce hamster qui tourne en permanence dans sa roue. Effectivement. Et donc oui, il y a eu beaucoup d'effets. Isolement social également. Usage de psychotropes. Pas psychotropes, mais alcool pour ma part. Si je fumais énormément. Et Tabac, puis, évidemment. oui, tabac. Isolement social et perte de sens totale. Et du coup, une confiance en soi, mais au ras des pâquerettes. Mhm. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je vaux, et je ne sais plus où je vais. Tu parlais de ce hamster qui tourne en permanence. Burnout, c'est un peu, si on devait traduire ça en français, on parlerait de surchauffe. Ouais. Si tu devais
Voilà, tu es devant un tableau blanc. Si tu Mhm. devais peindre quelque chose pour illustrer, est-ce que ce serait un gouffre? Est-ce que ce serait un mur? Est-ce que ce serait quoi pour toi? Bah, l'exemple probant que je peux prendre lié à l'histoire de Rouen, Lubrizol. Ouais. Je vois pas trop le rapport, mais vas-y, Ça développe. explose et Oh, ok, il y a un gros nuage noir. un gros nuage noir. Voilà. C'est marrant, c'est très rouennais pour le coup. Ou toulousain. Oui, oui, après, oui, effectivement, si tu évoques l'usine AZF, en plus, c'était à peu près dans ces périodes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des séquelles encore? Est-ce que il y a des choses qui sont restées, il y a des choses qui sont ancrées, qui le seront peut-être pour longtemps? Alors les séquelles qui me restent, que je n'ai pas traitées, puisque, à vrai dire, quand on fait un burn-out, si on ne consolide pas, Oui, ben, il y a toujours moyen à un moment donné de replonger. Et j'ai replongé une autre fois, d'accord. et un peu plus profond. Les séquelles qui me sont restées, c'est l'alcool, Ouais, qui aujourd'hui, je bois quotidiennement, pas en être ivre, mais boire quotidiennement, c'est être alcoolique. J'en ai cette conscience, je ne l'ai pas traité en profondeur, mais ça partira. Sinon, en termes de séquelles psychologiques, ce que j'enseigne à mes clients en préparation mentale, les épreuves d'aujourd'hui feront tes forces de demain. Bah, c'est ma force aujourd'hui, mon passé. justement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont nous écouter. Il y a une forme d'omerta autour du burn-out. On a du mal à en parler. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? En plus, tu es préparateur mental, donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui vit ça actuellement? Alors, ce qui est important dans un premier temps, c'est lorsqu'on vit ce burn-out. Alors, évidemment, le burn-out, il y a différentes manières de le faire subir Hmm. aux salariés, hein. Bah, ça va être de sortir de cet isolement en allant chercher du soutien social, c'est-à-dire en parler avec des amis, de la famille, des proches, des conseillers, des psychologues. Faut pas avoir peur d'aller voir un psychologue parce que bah, c'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou. Ça va permettre de mettre des mots sur ce qu'on vit et déjà de le mettre en mots. Eh bien, c'est en prendre conscience et se dire ah, en effet, telle chose engendre chez moi telle réaction. Tu as fait la moitié du boulot là à ce moment-là. Si tu t'arrives à identifier ce qui t'arrive. C'est une partie du boulot. D'accord. L'autre partie, ça va être de prendre du plaisir. Et prendre du plaisir, bah, ça va être faire ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, Mhm. écouter de la musique, danser, chanter, se balader en forêt, aller prendre des coups avec des amis, Les choses simples. des choses simples qui vont rebooster, rebooster un peu la confiance en soi, de l'énergie. Et autre chose qui est importante, bah, ça va être de traiter en profondeur le syndrome d'anxiété qu'on a développé. Et il y a plusieurs techniques. Ça va être soit de la méditation de pleine conscience, soit de la cohérence cardiaque. C'est un système de respiration qui va faire qu'on va complètement, sur cette technique-là, en 28 jours, réguler notre système nerveux autonome. C'est-à-dire on travaille sur le nerf vague et ça va augmenter l'immunité, ça va favoriser le travail intestinal et bah, on va être apaisé. Et juste ça, au niveau des cerveaux, l'agitation va réduire jusqu'à disparaître et on va être clairvoyant. Bien évidemment, après, faut évacuer la source de stress. Oui. Donc on l'évacue comment? Bah, il y a plusieurs méthodes, hein. Soit on change de boulot, mais on ne change pas sur un coup de tête. On fait un bilan de compétences. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Soit bah, on s'adresse à la médecine du travail et on Mhm. évoque son mal-être au travail. Aujourd'hui, les entreprises qui pratiquent de telles méthodes sont condamnées. Je crois qu'il y a encore des choses à faire dans les entreprises pour améliorer tout ça. Ah, il y a beaucoup de choses. Tu vois, moi, lorsque je travaillais encore dans cette grande société ferroviaire, mais combien de salariés ont été poussés au burn-out? Juste pour exemple, ça n'a jamais été cité dans la presse, mais un jour ça sortira, pour l'instant on laisse faire. Oui. En 2017,
Bilan des suicides au travail, 51 suicides. Alors que l'entreprise Orange a été condamnée pour 37 suicides au travail. Là, il y en a eu 51 en 2017 pour une transformation en société anonyme. Et ça touche autant l'agent d'exécution que le cadre supérieur ou le directeur de branche. J'ai sympathisé avec un directeur de branche qui pourtant faisait une belle chose. Il allait investir dans des startups, aider des entreprises à valoriser leurs choses. Eh bien, le comité directeur a décidé qu'il ne correspondait pas à la nouvelle ligne directrice de l'entreprise telle qu'il la voulait. Ils ont fait en sorte de lui retirer des dossiers, de rendre son métier inapproprié, ont tenté de le pousser à la faute et l'ont licencié. Une mise au placard, quoi. Non, licencié. Ah, licencié, là, Faute pour le grave. coup. Faute grave. Faute grave, il a gagné au prud'homme. D'accord. Mais c'était un... Imagine bien, tu as la maison mère, directeur de branche, directeur général. Par exemple, il y a le père d'une amie qui était cadre supérieur plus en fin de carrière. Comme de jeunes loups arrivés et ont repris toutes ses fonctions, s'est retrouvé esseulé et à l'approche de la retraite, il a subi un burn-out de plein fouet parce qu'on lui a retiré toutes ses fonctions, toute sa raison d'être jusqu'à ce moment-là. D'accord. Et toi, tu as senti un harcèlement autour de toi? Tu l'as subi? Je l'ai subi. Ouais. Je l'ai subi clairement. À l'époque, ça plaisait pas. J'étais délégué syndical. J'étais maire adjoint sur une grosse commune. Et ça y est, j'étais sorti du burn-out. J'étais bien plus fort. Jusqu'à tel point où je suis allé faire une main courante contre un de mes supérieurs qui m'a fait une menace physique. D'accord. Donc là, on a passé un stade. Là, on a passé un stade. C'est-à-dire qu'il était venu coller son front sur le mien en me disant « Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ?» Et c'est un de ses collègues qui l'a retenu, qui a dit non. Et comment l'entreprise a rebondi par rapport à ça ? Eh bien, a juste dit que j'avais trahi le code de déontologie qui était, lorsqu'on est en tenue de l'entreprise, on doit avoir une attitude irréprochable. Et nous étions dans la rue. Lui n'a jamais rien eu. Et pour dire que le harcèlement est capable très facilement, pourtant quelqu'un qui était issu d'un autre syndicat qui était présent, je lui avais dit à partir de maintenant, tu enregistres tout ce qui se passe. Ouais. Je suis allé le voir, donc on a fait des tracts syndicaux pour dénoncer toutes ces choses-là. Et lorsque je suis allé le voir, il me fait « Ah non, moi j'ai rien vu ». Ok. Il était promu à un grade, un échelon supérieur, et on l'a fait taire comme ça. D'accord. Donc, une part de manipulation qui, après, provoque une part de parano de ta part, j'imagine, parce que tu devais te dire on veut ma peau quelque part. Non, pas du tout, parce que là, ça y est, j'étais plus fort. Ouais. Juste pour exemple, je suis rentré dans la société en 1999, j'en suis sorti en 2019. En termes d'évolution de carrière, j'avais l'évolution de carrière d'un jeune qui avait 3 ans d'ancienneté. Oui, le ratio. Donc si t'es pas fort, j'avais les 10 dernières années, même avant, oui, mes 10 dernières années, je les ai travaillées à mi-temps. Ouais. Parce que je faisais du théâtre, j'ai été maire adjoint, je faisais de l'hypnose. Donc, ce qu'on pouvait me dire dans l'entreprise, comme je t'ai dit en début de l'interview, j'avais mon imperméable, ça me glissait dessus. Tu parlais de suicide tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est l'issue fatale du burn-out? Enfin, en tout cas, une des issues. Si ça laisse pas des séquelles psychiques ou physiques, oui, c'est une autre possibilité. Malheureusement, des gens arrivent à un tel point de douleur mentale et physique qu'ils ne voient pas d'autres solutions. Et malheureusement, parmi les 51 suicides que je t'ai annoncés, une personne qui était elle aussi représentante syndicale dans cette entreprise, il était handicapé en fauteuil. Il s'est jeté sur un train qui arrivait. Et c'est terrible d'apprendre des choses comme ça. 2018, un autre délégué syndical s'est jeté sur un train. Et ça, si c'est pas un signe pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise ferroviaire que de se jeter
sur un train, si les mecs qui sont au-dessus sont pas capables de le comprendre, ce signe, c'est que ce sont des cons, Mhm. mais ils le savent très bien. Mais on laisse faire, parce que ça sert le système. D'accord. Maintenant, tu es préparateur mental. Mm. Tu as, voilà, tu as gravi des montagnes pour arriver jusque-là. Mhm. Il en reste Euh, encore à gravir. Évidemment, tout n'est pas accompli, mais j'imagine qu'il y a une part de fierté. Hmm. J'ai une part de fierté complètement parce que là, tu vois, récemment, avec un sportif que j'accompagne, euh, il y a les premiers signes du burn-out. Et Ouais. je suis heureux parce que j'ai des outils à lui enseigner. Il se les approprie Mhm. et on franchit pas la barrière. C'est chouette, Ouais, ouais, effectivement. Alors, bah, merci beaucoup, en tout cas, je t'en prie. pour ta sincérité. Parce que ce ne sont pas des sujets très faciles à Hmm. aborder, surtout évoquer quand on a une histoire lourde et lourde de sens comme la tienne. Le mot de la fin. Une question comme ça, parce que tu me l'as dit, tu es un homme de scène. Hmm. Enfin, on a un décor plutôt théâtre Ouais. ici, pour le coup. Si tu étais un personnage de fiction, du cinéma ou du théâtre, tu serais qui et pourquoi? Je serai Jean-Baptiste Poquelin, Molière. T'as pas Euh, choisi le plus... non, 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 non. on est sur la référence Ouais, ouais, au ouais. Et puis, théâtre. puis d'ailleurs, cette année 2022, ce sont les 400 ans de sa naissance. Parce que depuis tout gamin, j'ai toujours. Donc, la référence, c'est l'illustre théâtre. Je Mhm. crois que c'est comme ça que s'appelait sa compagnie, ou je me trompe peut-être. Euh, Quand j'étais gamin, la chose qui m'a inspiré, c'était cette adaptation en dessin animé du livre d'Hector Malot, Sans famille, donc Rémi sans famille. Et je regardais ça. Et je voulais aller de ville en ville et être Rémi. Et j'avais 7 8 ans et je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'interprète. L'année dernière, je travaille dans une compagnie qui s'appelle Il était une fois l'histoire. Mhm. Et on traverse les époques du 16e au 21e siècle. Et l'année dernière, c'était les 400 ans de La Fontaine. D'accord. Et on joue dans des cadres magnifiques, des châteaux type château de Vacqueuil, château de Miroménil, château de Breteuil. Et les gens viennent enquêter sur soit un meurtre, soit quelque chose qui a disparu. Et oui, Molière, voilà, parce que j'aime à la fois la scène, les planches, mais j'aime aussi énormément le contact et le spectacle de rue. J'en ai fait des dizaines et des dizaines. Le dernier en date, le gros festival d'art de rue européen, Aurillac, je l'avais fait en 2016. Et c'est un bonheur, cela. D'accord. Bah écoute, merci. J'imagine que pour ton travail, on peut te retrouver sur LinkedIn, on peut te Sur retrouver sur LinkedIn, Facebook, enfin et puis dans la sur description tous les de la réseaux. vidéo. Voilà, tout à fait. On mettra un lien en bas de l'écran et dans la description. Merci beaucoup, Sébastien. Bah, merci à toi. À bientôt. À très vite.